1957, des ingénieurs soviétiques ont conçu un bombardier capable d'atteindre Washington DC depuis des bases en Sibérie en moins de 3 heures, volant aux confins de l'espace où peu d'intercepteurs pouvaient l'atteindre. Le DSB-LK n'était pas qu'un avion rapide, c'était une révolution. Capacité Mach 2,8, plafond à 34 700 mètres, 15 tonnes de charge nucléaire. Cette aile volante hypersonique a atteint la phase de conception préliminaire et les tests en soufflerie avant de disparaître dans des archives classifiées. S'il avait volé, toute la stratégie nucléaire du SAC aurait dû être repensée en profondeur. La plupart des passionnés d'aviation n'ont jamais entendu parler de son nom. Aujourd'hui, découvrez pourquoi cette super arme soviétique oubliée aurait pu réécrire l'histoire de la guerre froide et pourquoi son ADN vit encore dans les arsenaux hypersoniques d'aujourd'hui. Octobre 1957. Sputnik orbite au-dessus pendant que les B-52 américains avancent lourdement vers l'espace aérien soviétique à 800 km/h, des cibles subsoniques faciles dans un ciel de plus en plus mortel. La dissuasion nucléaire du Strategic Air Command reposait sur un principe simple, submerger les défenses soviétiques avec des formations massives de bombardiers. Mais que se passerait-il si un seul avion ennemi pouvait faire ce qu'une escadrille entière de B-52 peinait à accomplir ? Le message était clair, la vitesse, c'est la survie. La vitesse, c'est la capacité à frapper en premier. La vitesse, c'est la victoire. La réponse américaine s'appelait B-58 Hustler Mach 2, révolutionnaire mais déjà vulnérable, car à Moscou, l'ingénieur aérospatial Alexander Moskalyov dessinait quelque chose qui ferait paraître le Hustler bien banal. Le DSB-LK, bombardier stratégique longue portée, aile volante. Moskalyov n'était pas un simple concepteur d'avions. Dans les années 50, il avait déjà repoussé les limites avec des configurations sans queue et des concepts aérodynamiques avancés. Sa réputation de visionnaire en faisait le choix idéal pour le projet le plus ambitieux de l'armée de l'air soviétique. Le pire cauchemar du Strategic Air Command n'était pas que les missiles soviétiques. C'était un bombardier capable d'opérer hors de portée de la plupart des intercepteurs, transportant une charge dévastatrice, volant à des altitudes où les défenses classiques peinaient à fonctionner. Le Pentagone savait que les soviétiques travaillaient sur quelque chose de révolutionnaire. Ils ne savaient juste pas à quel point c'était proche de la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui empêche les planificateurs de défense de dormir la nuit ? Ce ne sont pas les armes qu'ils voient arriver, mais celles qui évoluent hors de leur capacité à réagir efficacement. Oubliez tout ce que vous savez sur les bombardiers des années 1950. Le DSB-LK fonctionnait selon des règles totalement différentes. 6 turboréacteurs VK-15M disposés par paire dans 2 groupes triples formaient la base. Les versions ultérieures proposaient des motorisations encore plus exotiques. Des combinaisons de turboréacteurs, statoréacteurs et chambres de post-combustion capables en théorie de pousser les futures variantes au-delà de la vitesse cible initiale de Mach 2,8. Vitesse visée, croisière soutenue à Mach 2,8, un bond révolutionnaire pour la technologie aéronautique des années 50. Plafond opérationnel, 35 km, 114 000 pieds. Littéralement à la limite de l'espace, là où l'atmosphère est si ténue que les radars classiques peinent à suivre les cibles et où la plupart des intercepteurs ne peuvent pas fonctionner efficacement. Pour se situer, les avions commerciaux d'aujourd'hui volent à 35 000 pieds. Le légendaire avion espion U-2 opère à 70 000 pieds. Le DSB-LK planerait 44 000 pieds au-dessus de cette couche d'air raréfiée, dans un domaine que seuls les intercepteurs les plus avancés, comme le naissant F-106 Delta Dart, pourraient théoriquement atteindre, et encore avec des performances gravement réduites. L'appareil défiait toutes les conventions. Une aile volante pure, longue de 49 à 52 mètres et avec une envergure de 36 à 38 mètres. Pas de fuselage traditionnel, aucune surface de queue, ni stabilisateurs verticaux. Tout, moteur, charge utile, compartiment équipage, système de carburant, intégré en une structure aérodynamique homogène optimisée pour le vol rapide et en haute altitude. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les ailes volantes étaient rares dans les années 50 ? La réponse est dans la stabilité et le contrôle. Sans la queue, ces avions demandaient des systèmes de gestion de vol complexes. Un défi technologique à l'époque. Les pilotes décrivaient les premiers prototypes comme extraordinairement difficiles à maîtriser. Mais l'équipe de Moskalyov pensait avoir résolu ce problème majeur grâce à un design aérodynamique innovant, des systèmes mécaniques d'augmentation de stabilité et une gestion soignée du centre de gravité. Les essais en soufflerie suggéraient que le DSB-LK serait maniable, même si la vraie épreuve du contrôle hypersonique restait à venir. Ce n'était pas juste un avion. C'était un prédateur de l'air spatial, conçu pour chasser depuis la thermosphère elle-même.
à son altitude de croisière, le DSBLK évoluerait dans un environnement où la pression de l'air est inférieure à 1% de celle au niveau de la mer. Les moteurs à piston classiques échoueraient instantanément. Même les turboréacteurs sophistiqués peineraient. Seuls les plus évolués pouvaient fonctionner dans ce quasi-vide atmosphérique. À Mach 2.8, la température de la peau de l'avion dépasse les 1000 degrés Fahrenheit, assez chaude pour affaiblir l'aluminium, fatiguer l'acier et mettre à l'épreuve les matériaux classiques utilisés en vol soutenu. La solution ? Une construction sélective en titane pour les zones critiques soumises à de fortes chaleurs, combinée à des alliages d'aluminium avancé pour la structure principale. Avec un poids au décollage de 250 à 280 tonnes, le DSBLK incarnait la pointe de la science des matériaux. Contrairement au programme américain SR-71 qui, plus tard, a dû acheter du titane en douce via des sociétés écrans pour contourner les restrictions soviétiques à l'export, l'URSS contrôlait d'importantes réserves de titane, ce qui a permis une production nationale de ce bombardier révolutionnaire. Mais la construction avancée du DSBLK ne servait pas qu'à la résistance à la chaleur. Ces matériaux ont permis des conceptions structurales équilibrant poids et robustesse, là où les métaux classiques échouaient. La configuration aile volante nécessitait une répartition précise du poids pour garder la stabilité, la métallurgie avancée a rendu ça possible. L'équipage de 3 hommes opérait depuis des compartiments pressurisés séparés, conçus pour fonctionner longtemps en quasi vide. 2 pilotes se trouvaient à l'avant, avec des commandes et systèmes de navigation dernier cri. Derrière eux, un officier armement gérait la charge nucléaire et les défenses depuis un poste dédié au combat. Chaque poste était équipé de sièges éjectables taillés pour une sortie en altitude extrême, même si à 114 000 pieds, survivre restait peu probable malgré les systèmes de survie ultra modernes de l'époque. Mais la vraie terreur du DSBLK ne venait pas de sa construction exotique ni de son environnement extrême, c'était la charge dévastatrice cachée dans sa silhouette aérodynamique. La soute interne à armement du DSBLK pouvait accueillir 15 tonnes d'armes thermonucléaires, une puissance destructrice bien plus grande que celle que les bombardiers contemporains comme le B-52 pouvaient délivrer avec une portée et une vitesse équivalentes. Des points d'accroche externes sur les ailes permettaient de monter des armes nucléaires tactiques supplémentaires ou des munitions conventionnelles. Faites le calcul, un seul DSBLK pouvait transporter plus de puissance nucléaire que plusieurs bombardiers classiques, la livrer avec précision, puis s'échapper avant que la plupart des systèmes de défense ne puissent réagir efficacement. Le profil de mission était le cauchemar récurrent des planificateurs du Pentagone. Décoller de bases isolées comme Plesetsk ou Baïkonour, atteindre l'altitude opérationnelle en quelques minutes, accélérer à une vitesse de croisière hypersonique, pénétrer l'espace aérien américain avec une signature radar minimale, délivrer la charge avec une précision chirurgicale, puis sortir à Mach 2,8 avant qu'un SAC ne puisse intercepter efficacement. Temps du vol de la Sibérie à Washington DC, environ 2,5 à 3 heures. Temps d'alerte pour le NORAD drastiquement réduit par rapport aux menaces des bombardiers conventionnels. Alors que les systèmes de missiles soviétiques SA-2 émergents et l'amélioration des radars posaient des défis potentiels, la vitesse et l'altitude du DSBLK rendaient toute interception extrêmement difficile avec les capacités défensives des années 1950. L'intercepteur opérationnel le plus rapide, le F-106 Delta Dart, avec un plafond de service d'environ 52 000 pieds et une vitesse maximale de Mach 2,3, aurait eu du mal face à une cible volant à Mach 2,8 à 114 000 pieds. Les systèmes défensifs du DSBLK étaient aussi redoutables. 2 tourelles de canons télécommandées, pouvant tirer chacune entre 7000 et 9000 coups par minute, assuraient une couverture défensive. Des missiles air-air avec une portée de 10 km offraient une protection supplémentaire contre tout intercepteur tentant une attaque. Ce n'était pas qu'un simple bombardier stratégique, c'était un cuirassé aérien évoluant dans un domaine où peu de défenseurs pouvaient le suivre. Imaginez l'impact psychologique. Les villes américaines faisaient face à la menace d'une attaque dévastatrice avec un temps d'alerte dramatiquement réduit comparé aux menaces des bombardiers classiques. Les implications stratégiques étaient colossales. Imagine un scénario dévoilé dans des rapports classifiés du Pentagone. Décembre 1958. Un seul DSBLK décolle de la base aérienne de Plesetsk dans l'obscurité avant l'aube. Monté à l'altitude de croisière, 6 minutes. Accélération à Mach 2,8, 15 minutes. Temps pour atteindre les eaux territoriales américaines, environ 2,5 heures. Cible principale,
le groupe de bataille du porte-avions USS Enterprise dans l'Atlantique Nord. Le bombardier hypersonique s'approche depuis 34 700 mètres d'altitude, très difficile à repérer parmi les radars embarqués sur les navires jusqu'au lancement des armes. À portée optimale, le DSBLK lance des missiles de croisière à tête nucléaire, chacun visant des navires clés de la formation. Les missiles filent vers leur cible, rasant la mer pour éviter la détection jusqu'à la phase finale d'approche. Au moment où les opérateurs radars de l'Enterprise détectent la menace totale et coordonnent les défenses, le DSBLK s'éloigne déjà à Mach 2,8, remontant à son altitude de croisière et se préparant potentiellement à attaquer d'autres cibles. Durée totale de la mission, moins de 4 heures. Impact stratégique, la capacité majeure des États-Unis à projeter leur puissance navale gravement menacée avec un avertissement quasi nul. Maintenant, imagine ce scénario appliqué aux grandes agglomérations. New York, Washington, Chicago, tout à portée d'une seule mission avec des temps de réaction drastiquement réduits. Ce scénario a hanté les planificateurs de la Marine et de l'armée de l'air pendant des années, même après la fin du programme DSBLK, parce qu'ils savaient que ça poussait la techno des années 50 à ses limites. Le trou des bombardiers ne concernait pas seulement les chiffres, c'était une capacité révolutionnaire. Un seul DSBLK pouvait faire ce que les formations de bombardiers classiques peinaient à accomplir, une pénétration presque garantie de l'espace aérien ennemi avec une interception quasi impossible. Les défis techniques pour construire le DSBLK étaient énormes, mais représentaient des avancées réalisables avec la technologie des années 50. Les systèmes de propulsion devaient fonctionner efficacement sur une large plage de vitesse, du décollage subsonique jusqu'à une vitesse de croisière Mach 2,8. La solution passait par des prises d'air sophistiquées capables de s'adapter aux différents régimes de vol, des concepts qui influenceraient plus tard la conception des avions avancés. Les systèmes de carburant ont exigé des approches innovantes. À grande vitesse, le carburant servait aussi de système de refroidissement pour les éléments critiques avant la combustion. Des formulations spéciales de carburant avec des propriétés thermiques améliorées ont été développées pour éviter les problèmes liés à la chaleur générée par le frottement. La navigation à 35 000 mètres d'altitude posait des défis uniques. Les aides radio classiques étaient peu fiables à cette hauteur. Le DSBLK aurait utilisé des systèmes de navigation inertielle très avancés, une technologie de pointe dans les années 50 combinée à une navigation céleste en secours. Le plus crucial, c'était la gestion thermique qui dépassait les capacités existantes. Un refroidissement actif par circulation de carburant, des matériaux résistants à la chaleur pour les composants sensibles et un design aérodynamique soigné pour minimiser les points de stress thermique, tout cela était indispensable pour un vol à grande vitesse prolongée. Les soviétiques ne partaient pas de zéro. Des projets antérieurs, comme des avions expérimentaux très rapides et des versions avancées de modèles déjà existants, avaient fourni des données précieuses sur le vol à haute vitesse et haute altitude. Alors, pourquoi cette révolution aérospatiale n'a-t-elle pas vu le jour ? La réponse se trouve à l'intersection de la technologie, de la stratégie et de l'économie. Tandis que Moskalyov peaufinait son aile volante hypersonique avec des designs préliminaires et des essais en soufflerie dès 1960, le concepteur en chef Sergei Kolorev mettait au point quelque chose d'encore plus transformateur stratégiquement, le R-7 Semyorka, le premier missile balistique intercontinental opérationnel au monde. Le calcul stratégique était clair. Un missile balistique intercontinental pouvait accomplir des missions similaires avec des paramètres largement différents. Lancement à impact en 30 minutes, aucun risque humain, exigence minimale en maintenance et lancement depuis des silos souterrains renforcés presque impossible à détruire en attaque préventive. Pourquoi construire un bombardier complexe et avancé nécessitant des matériaux exotiques, un entraînement d'équipage spécialisé et des bases aériennes vulnérables, alors que les missiles balistiques pouvaient livrer des ogives équivalentes avec plus de fiabilité et à moindre coût ? Le DSBLK devait aussi faire face à de lourdes contraintes techniques. Le vol prolongé à haute vitesse générait des contraintes thermiques et structurelles qui poussaient la science des matériaux existants à leurs limites. Les systèmes de refroidissement requis étaient à la limite théorique des capacités. Les systèmes de stabilité et de contrôle, bien qu'innovants, n'étaient pas encore validés à des vitesses opérationnelles. Les facteurs économiques ont joué un rôle crucial. Le DSBLK aurait été extrêmement coûteux à développer et à exploiter.
Chaque appareil demandait des matériaux avancés, des techniques de fabrication spécialisées et une infrastructure de soutien étendue. Avec l'Union soviétique investissant massivement dans les programmes spatiaux et le développement des missiles balistiques, le bombardier hypersonique représentait une solution de plus en plus chère pour des problèmes stratégiques que les missiles pouvaient résoudre plus efficacement. Surtout, le paysage stratégique évoluait vite. La doctrine nucléaire passait d'une arme livrée par bombardier à une dissuasion basée sur les missiles. L'ère des bombardiers stratégiques pilotés déclinait au moment même où la technologie atteignait sa maturité théorique. En 1960, après de nombreuses études préliminaires et validations en soufflerie, le programme DSB-LK fut discrètement stoppé. Les tests avancés furent suspendus. La documentation de conception classifiée au plus haut niveau. L'aile volante hypersonique devint une simple note de bas de page dans l'histoire aérospatiale soviétique. Mais son influence n'a pas disparu. Des éléments du design révolutionnaire de Moskalyov ont ressurgi dans des programmes ultérieurs. L'appareil de reconnaissance Tsivin RSR a intégré des principes d'aile volante, des variantes avancées du Tu-95 ont exploré des opérations en haute altitude et les concepts aérospatiaux soviétiques précoces ont largement emprunté l'aérodynamique du DSB-LK. L'innovation ne disparaît jamais totalement. Elle évolue, s'adapte et réapparaît quand la technologie et la stratégie s'alignent. Les armes hypersoniques d'aujourd'hui puisent leur ADN conceptuel dans des programmes comme le DSB-LK. L'engin hypersonique russe avant-garde file à Mach 20, bien plus rapide que le bombardier de Moskalyov, mais suivant la même logique stratégique où la vitesse crée un avantage opérationnel. Le DF-17 chinois allie missiles balistiques et planeurs hypersoniques, donnant naissance à des armes capables de changer de trajectoire en plein vol et de frapper leur cible avec un temps d'alerte réduit. L'américain SR-72, fils du Blackbird, vise un vol en croisière à Mach 6, atteignant enfin et même dépassant les objectifs de performance fixés par les soviétiques en 1957. Tout cela fait écho à la vision fondamentale de Moskalyov. Vitesse et altitude ouvrent des domaines opérationnels où les défenses classiques sont mises à rude épreuve. Les principes aérodynamiques développés pour le DSB-LK ont influencé les avancées suivantes. La recherche sur les ailes volantes s'est poursuivie dans le monde entier, donnant lieu à des avions comme le B-2 Spirit. L'appareil de combat sans pilote X-47B utilise des designs sans empennage explorés dans des programmes comme le DSB-LK. Les véhicules aérospatiaux modernes reflètent ces concepts aérodynamiques pensés à l'origine pour le vol atmosphérique à grande vitesse. La technologie furtive moderne ajoute une dimension supplémentaire à l'héritage du DSB-LK. Imagine un avion à aile volante ultra rapide avec des matériaux absorbant les radars et des surfaces étudiées pour minimiser les signatures électromagnétiques. Le résultat ? Un appareil quasi indétectable jusqu'au lâcher d'armes, incarnant l'évolution des concepts de bombardier stratégique. Si le DSB-LK avait atteint un statut opérationnel, la dynamique de la guerre froide aurait basculé. Tandis que la dissuasion nucléaire américaine, via des silos de missiles renforcés et des sous-marins mobiles, aurait assuré la destruction mutuelle, le DSB-LK aurait forcé à repenser en profondeur les stratégies de défense aérienne et les capacités d'interception des bombardiers US. L'impact psychologique aurait été immense. Les planificateurs américains auraient dû faire face à une menace réelle, ultra rapide, comprimant les temps de réaction et bousculant les systèmes défensifs existants, rendant la menace abstraite d'un conflit nucléaire beaucoup plus tangible et immédiate. Le DSB-LK était-il techniquement réalisable ? Les preuves indiquent que oui. Les soviétiques disposaient d'une science des matériaux avancée, d'une expertise aérodynamique sophistiquée et d'une forte motivation stratégique. Il manquait seulement du bon timing et d'un engagement politique soutenu à mesure que les priorités stratégiques basculaient vers les missiles balistiques. Cela aurait-il pu influencer fondamentalement la dynamique de la guerre froide ? Imaginez, un programme DSB-LK réussi aurait peut-être accéléré le développement américain de systèmes d'interception avancés et de missiles sol-air à haute altitude, empêchant potentiellement d'autres développements stratégiques. Les effets en cascade sur les dépenses de défense et les priorités technologiques auraient pu être considérables. L'appareil qui n'a jamais volé influence souvent la planification militaire plus que les systèmes opérationnels. Alors que les armes hypersoniques se répandent dans le monde, Russie, Chine, États-Unis développant tous des systèmes de livraison ultra rapides, on voit pondre des concepts qui font écho à la vision révolutionnaire de Moskalyov. La guerre moderne se joue de plus en plus à la frontière de l'espace, où la vitesse crée un avantage opérationnel et où les temps de réaction comprimés remettent en cause les concepts défensifs traditionnels. Le DSB-LK était simplement des décennies en avance sur l'alignement technologique et stratégique.
Les planificateurs de la défense d'aujourd'hui affrontent des défis évolués, semblables à ceux de leurs prédécesseurs de la guerre froide. Comment défendre des armes qui opèrent au-delà des capacités classiques de contre-mesure? Les questions restent aussi complexes maintenant qu'en 1957.